Bonjour. Dans cette capsule, on va parler de la réaction de substitution nucléophile. Donc, pour faire une réaction de substitution nucléophile, on a besoin de deux réactifs différents. On a d'abord besoin d'une molécule qui va porter un groupe partant, donc quelque chose qui va s'en aller et qu'on va remplacer, qu'on va substituer. Le carbone qui porte le groupe partant doit avoir une charge partielle positive. Donc, c'est donc dire que le groupe partant doit être plus électronégatif que le carbone. Il doit être capable de tirer sur les électrons pour générer la charge partielle positive sur l'atome de carbone. On a aussi besoin d'un nucléophile qui est riche en électrons, qui va venir attaquer le carbone qui porte le groupe partant et, suite au départ du groupe partant, on va obtenir une nouvelle molécule où le groupe partant va avoir été remplacé, va avoir été substitué par le nucléophile. Il y a deux mécanismes différents qui peuvent se produire pour faire une réaction de substitution. On va d'abord voir les deux mécanismes de la réaction et ensuite on va parler des différents facteurs qui peuvent influencer est-ce que la réaction va passer par un mécanisme ou par l'autre. Le premier mécanisme qu'on va voir, c'est le mécanisme de la réaction d'ordre 2. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on a le nucléophile avec un doublet d'électrons. Donc, le nucléophile, il est riche en électrons et il va attaquer le carbone électrophile, le carbone qui porte le groupe partant. Au même moment, on va avoir, donc au moment de l'attaque du nucléophile, il va repousser les trois groupements qui sont attachés au carbone. Donc le nucléophile, en arrivant, va vraiment vouloir se faire de la place. Il va repousser les groupements le plus loin possible et on va observer le départ du groupe partant. Donc ici, on voit l'état de transition, donc qui est un peu au milieu de la réaction. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a la formation du lien carbone-nucléophile en même temps qu'on a le bris de la liaison carbone-groupe partant. Et à la fin, on obtient notre molécule finale où le nucléophile a remplacé le groupe partant. Ce qui est important de noter, c'est qu'on a une inversion de configuration au niveau du carbone qui a été attaqué. Donc, si on avait un carbone asymétrique, on aura observé une inversion de la configuration. Si on regarde le mécanisme en détail en trois dimensions, donc, comme il a été mentionné à la capsule, à la diapo précédente, tout va se passer en même temps. C'est-à-dire qu'on a une attaque du nucléophile en même temps que le départ du groupe partant avec l'inversion de configuration au niveau du carbone. Si on regarde l'aspect énergétique du mécanisme, donc encore une fois, on a dit que tout se passait en une seule étape. Donc, c'est-à-dire que on part avec une molécule qui porte le groupe partant, le nucléophile va attaquer et on a l'état de transition qui est le plus élevé en énergie. Et ensuite, on a la formation de la molécule finale qui habituellement va être plus basse en énergie que la molécule initiale qui va être plus stable. Si on voulait calculer la vitesse de la réaction, ben on réaliserait que la vitesse de réaction est proportionnelle à la concentration de l'électrophile et à la concentration du nucléophile. C'est donc pour ça que la réaction, on va l'appeler une réaction de substitution nucléophile, représentée par les lettres SN, et on va rajouter 2 parce que c'est une réaction d'ordre 2. On a deux molécules qui sont nécessaires au moment de l'étape la plus lente de la réaction, au moment de l'étape qui va déterminer la vitesse globale de la réaction. Le deuxième mécanisme pour la réaction de substitution, c'est un mécanisme de substitution d'ordre 1. Donc ici, la différence avec le mécanisme de SN2, c'est que la réaction va se produire en deux étapes distinctes. On a d'abord une première étape où le groupe partant va partir et on va observer la formation d'un carbocation avec sa géométrie trigonale plane. Et à côté, on a le groupe partant qui est parti avec le doublet d'électrons qui composait la liaison covalente carbone-groupe partant. Par la suite, une deuxième étape dans la réaction, c'est qu'on a notre nucléophile avec sa grande densité électronique, son doublet d'électrons, qui va venir attaquer le carbocation. Puisque le carbocation a une géométrie trigonale plane, l'attaque peut se faire des deux côtés et on obtient à la fin notre nouvelle molécule où le groupe partant a été remplacé par le nucléophile,
Sauf que contrairement à la réaction d'ordre 2, ici, on n'a pas une inversion de configuration. On va plutôt observer la formation d'un mélange racémique si on est en présence d'un carbone asymétrique. Si on regarde encore une fois le mécanisme détaillé en 3 dimensions, on va d'abord observer le départ du groupe partant et la formation du carbocation. Par la suite, une deuxième étape, on va avoir le nucléophile qui va attaquer le carbocation. Donc ici, on a représenté l'attaque d'un côté, mais il faut se rappeler que l'attaque peut se faire des deux côtés. Si on regarde l'aspect énergétique de la réaction, donc comme on l'a dit, la réaction va se dérouler en 2 étapes. Donc on a d'abord le départ du groupe partant pour la formation du carbocation. C'est l'étape la plus difficile de la réaction. C'est pour ça qu'on a une bosse qui est plus haute en énergie. Donc, c'est vraiment cette étape-là qui va déterminer la vitesse de la réaction, c'est-à-dire la formation du carbocation avec l'état de transition que vous voyez à l'écran, donc le bris de la liaison carbone-groupe partant. Et ensuite, dans un deuxième temps, on a l'attaque du nucléophile, la formation du lien carbone-nucléophile pour former la molécule finale. Si on veut déterminer la vitesse de la réaction, bien, on voit que la vitesse de la réaction est uniquement proportionnelle à la concentration de notre électrophile, de la molécule qui porte le groupe partant. Donc, la concentration du nucléophile n'a aucun impact sur la réaction. Et on va dire que c'est une réaction de type SN pour substitution nucléophile d'ordre 1 parce qu'il y a une seule molécule qui est présente lors de l'étape qui va déterminer la vitesse de la réaction. Si on regarde maintenant les facteurs qui vont influencer la réactivité dans la réaction de substitution, donc ils peuvent influencer soit le mécanisme ou la vitesse de la réaction. On a la nature du groupe partant, la nature de l'électrophile et on a la force du nucléophile. Donc le premier facteur qui va influencer la réactivité, c'est le groupe partant. Dans le cadre du cours, les groupes partants, on va se limiter aux halogènes. Donc on a fluor, chlore, brome et iode. Donc, on veut faire partir le groupe partant, que ce soit par une réaction de SN1 ou SN2. Et on voit que l'iode est le meilleur groupe partant, suivi du brome, suivi du chlore, et le fluor est le dernier dans la liste. C'est un mauvais groupe partant, donc on ne va jamais l'utiliser lors d'une réaction de substitution nucléophile. La raison qui va justifier cet ordre de réactivité, c'est la grosseur de l'ion. Donc, chaque ion doit gérer une charge négative une fois qu'il est parti. Et plus l'atome il est gros, bien, plus son nuage électronique va être gros et plus il va être capable de répartir cette densité électronique-là sur un grand volume, sur un grand nuage électronique. Donc, ça va être plus facile pour cet atome-là de partir. L'iode étant le plus volumineux, c'est pour ça que c'est lui qui est le plus réactif, qui va partir le plus facilement, alors que le fluor, il est tout petit, la charge doit être concentrée dans un petit nuage électronique, c'est pas favorisé, c'est pour ça que le fluor est un mauvais groupe partant. Le deuxième facteur qui va influencer la réactivité, c'est la nature de l'électrophile. Donc, la nature de l'électrophile, on parle plus spécifiquement du carbone qui porte le groupe partant. Si on veut favoriser la réaction de SN2, donc comme vous voyez à l'écran, on veut avoir un carbone qui est primaire, donc c'est-à-dire un carbone électrophile auquel il est attaché un seul autre carbone. La raison qui va expliquer ça, c'est surtout en raison de l'encombrement stérique. On veut que notre nucléophile puisse se frayer un chemin pour attaquer notre carbone électrophile. Donc, si le carbone il est encombré, les secondaires, tertiaires, donc l'espace va être plus restreint, ça va être plus difficile pour notre nucléophile d'attaquer ce carbone-là. Par contre, avec un électrophile qui est primaire, il y a beaucoup d'espace, c'est facile pour le nucléophile d'attaquer le carbone électrophile. Si on veut favoriser la réaction de SN1, donc c'est-à-dire le départ du groupe partant en premier pour former le carbocation, on veut plutôt avoir un carbone qui est tertiaire. Pourquoi? Bien parce qu'on veut former un carbocation et on a vu dans une capsule précédente qu'un carbocation tertiaire était plus stable qu'un carbocation primaire, par exemple.
En plus, on a la notion d'encombrement stérique qu'on a parlé pour la réaction de SN2. Ben, dans le cas d'un carbone qui est tertiaire, la SN2 est défavorisée. Le nucléophile n'a pas de place pour se frayer un chemin jusqu'au carbone électrophile, ce qui va laisser le temps au groupe partant de partir par lui-même et de former le carbocation. Qu'est-ce qui se passe si on a un carbone secondaire? Eh bien, on va avoir une compétition entre les deux mécanismes. Les deux mécanismes vont se dérouler en même temps. Et si on veut favoriser un mécanisme plus que l'autre, on doit à ce moment regarder l'autre facteur qui va influencer la réactivité, c'est-à-dire la force du nucléophile qu'on va voir à la prochaine diapositive. Le dernier facteur qui influence la réactivité, c'est le nucléophile, la nature du nucléophile. Donc, on peut être en présence d'un nucléophile fort ou d'un nucléophile qui est faible. La différence entre les deux, c'est la présence ou non de charge négative sur l'atome qui est nucléophile. Donc, les nucléophiles forts sont des molécules qui vont porter une charge négative. Donc, on a des exemples ici. On a l'ion OH-, on a l'ion NH2-, on a l'ion CN-, qui sont des exemples. À l'opposé, les nucléophiles faibles vont être des molécules qui sont neutres, qui vont uniquement avoir des doublets d'électrons, mais qui n'auront pas de charge négative. Donc, les exemples qui sont donnés à l'écran, on a la molécule d'eau, on a les alcools, on a la molécule de NH3. Donc, ce sont des substances qui sont neutres et qui vont favoriser la SN1. Les nucléophiles forts portent une charge et ont tendance à favoriser la réaction de SN2.